des matins aujourd'hui, Jacques Attali. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Patron, directeur de Planète Finance. Président, pas directeur. Président de Planète Finance. Vous avez présidé de très nombreuses commissions, faut-il chaque fois le rappeler, notamment celle pour libérer la croissance française. Mais comme vous êtes aussi, on dira le mot, polygraphe, vous voici avec une biographie de Diderot sous le bras, chez Fayard, Diderot ou Le bonheur de penser. Mais vous ne croyez pas que nous allons tout de suite là commencer avec les temps compliqués que nous vivons par parler de Diderot, mais nous lui rendrons au fond hommage, comme vous dites qu'il est agréable de vivre désormais avec lui, parce qu'il faudra se souvenir, et Brice Couturier reviendra à 8h15, que Diderot, au départ, est un traducteur. Il traduit de l'anglais, mais au fond, on pourra dire que Diderot est un traducteur toute sa vie, y compris quand il fera l'encyclopédie, des pièces de théâtre ou des traités sur la musique. Alors, c'est au traducteur, Jacques Attali, que je m'adresse ce matin pour la première partie de ces matins, liée à cette actualité, disais-je, compliquée, socialement bouillante. Bon, ben voilà, vous le savez désormais. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault reçoit tout à l'heure à 18h l'intersyndicale d'ArcelorMittal Florange. Objectif, détailler l'accord signé entre le gouvernement et la direction du géant mondial sidérurgiste pour éviter un plan social dans l'usine de Lorraine. Sauf que, patatras, cette réunion s'annonce plutôt tendue depuis les fuites dans le Monde daté d'aujourd'hui, mais paru hier après-midi, sur les détails de l'accord qui font craindre le pire aux salariés. Le Monde, je rappelle que le Monde a révélé donc que l'investissement d'ArcelorMittal ne sera pas à la hauteur des espérances. Sur les 180 millions d'euros annoncés vendredi pour Florange, seulement 53 concerneraient les investissements stratégiques, le reste étant le flux d'investissements courants de pérennité, santé, sécurité et la maintenance, dit Le Monde. Les syndicats sont vent debout et accusent du coup le gouvernement d'avoir fait une grosse erreur et de s'être laissé berner par les patrons de Mittal. Traduction, décryptage, Jacques Attali, on est visiblement dans une très mauvaise affaire. Oui, d'abord je m'interroge sur la hiérarchie des informations. Je trouve vraiment étrange qu'on fasse de cette affaire les titres. Il y a 50 000 chômeurs de plus tous les mois dans ce pays. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse particulièrement à 500 personnes qui ne sont pas spécialement au chômage? Ils sont peut-être menacés de l'être, mais qui ne le sont pas. Parce qu'un ministre du gouvernement de la République a dit « je vais sauver l'affaire ». Juste une seconde. On devrait, à mon avis, s'intéresser encore plus à ceux qui sont vraiment déjà au chômage, qui sont 50 000 tous les mois, et qui sont 4,5 millions dans ce pays, et non pas à ceux qui sont menacés de l'être, qui sont d'ailleurs, je reviendrai sur leur cas, pas du tout parmi les plus menacés dans notre pays. Deuxièmement, on devrait aussi s'intéresser à savoir comment on fait pour en créer des nouveaux. Il y a une entreprise française qui a été déclarée comme faisant partie des 10 entreprises les plus révolutionnaires du XXIe siècle. Est-ce que vous en avez fait les titres? Cette entreprise, elle cherche, et elle a trouvé, quelques millions d'euros pour se développer. Est-ce qu'on en a parlé? Cette entreprise est le leader mondial des robots en matière de chirurgie. Elle exporte dans le monde entier. C'est ça l'avenir. L'avenir, c'est pas de se battre sur des emplois évidemment dépassés. C'est de créer les conditions, de créer des emplois nouveaux dans les secteurs d'avenir. Maintenant, cette parenthèse étant fermée, sur ce qui me paraît une folle hiérarchie des informations, qui d'ailleurs reflète un pays dans lequel on se concentre plus sur la défense de choses dépassées que sur la construction de l'avenir. Sur les emplois nouveaux, sur le financement de ce qui va venir comme essentiel, alors que c'est là, évidemment, la réponse. Maintenant, je reviens au sujet. Attendez, j'entends très bien ce que vous dites, Jacques Attali. Il n'empêche que cette hiérarchie... Oui, petit sujet, mais qui n'a pas été traité comme tel par le gouvernement. La hiérarchie d'information, elle est venue tout simplement de ce que vous... Elle est venue de ce que le gouvernement dit, on va sauver... Elle est venue de ce que vous faites tous les uns et les autres, de la publicité à des gens tout à fait respectables, qui défendent leur vie comme ils le peuvent, qui se mettent en tenue d'ouvriers métallurgistes avec un casque sur la tête alors qu'ils sont dans des bureaux officiels. Enfin, tout ça, c'est de la comédie. Il y a eu aussi un ministre de représentation productive qui, lui, dit quand même haut et fort, convoque la presse pour dire notamment aux gens intéressés, ne vous inquiétez pas, nous allons sauver l'affaire. Sur ce point précis, j'ai pris parti depuis le début contre cette stratégie. J'ai dit publiquement, n'étant pas un acteur, qu'il faut raison garder. Pourquoi j'ai pris parti contre? Parce que je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'état de droit et le cas particulier. En matière d'état de droit, il est très important que les acteurs d'une société économique et politique sachent quelles sont les règles du jeu. Or, jusqu'à preuve du contraire, l'idée de nationaliser une entreprise simplement parce qu'on est content de la nationaliser ne faisait pas partie des règles du droit.
Si on veut faire ça, c'est-à-dire si on veut être dans un pays où on dit quand une entreprise ne respecte pas les règles du jeu, si elle viole les contrats qu'elle a passés de façon privée ou syndicale, on la nationalise. Alors je voudrais voir la loi. Quelle est la loi qui dit ça? Moi je ne suis pas contre qu'il y ait un débat national sur une loi qui introduirait la nationalisation ad hoc d'une entreprise qui manque à ses devoirs. C'est un beau débat. Je ne suis pas sûr qu'il faut faire une telle loi, mais à ma connaissance, une telle loi n'existe pas. Donc, premièrement... Mais en tout cas, vous avez connu une période où on a pu y croire à cette question-là. Absolument pas, parce que dans la période en question des nationalisations des années 80, je vous rappelle que ça a été le grand débat pendant des années avant les élections présidentielles, et qu'on a nationalisé en 81 des entreprises qui avaient été nommées avec une précision extrême avant l'élection. Et on n'a pas nationalisé par caprice, 6 mois ou 1 an après, des entreprises qu'on aurait piquées ici ou là sur une liste inventée au dernier moment. Donc c'était un grand débat national et ça correspondait à une stratégie voulue par une majorité nouvelle avec des entreprises très précises. Et je faisais partie de ceux qui ont négocié cette liste avec précision. On ne peut pas laisser planer ce genre d'incertitude. Ou alors on fait une loi disant que parmi les instruments pour faire respecter le droit du travail, il y a la nationalisation. Cette loi n'existe pas. Cette loi n'existe pas. Si qu'on crée cette loi, moi je suis pas contre qu'on en débatte. Mais donc on a agité cette question de nationalisation comme un leurre politique. Non, c'est pas comme un leurre. On a introduit, à tort à mon avis, un arbitraire dans le droit économique. La possibilité d'une nationalisation arbitraire. Évidemment, elle n'eût pas été arbitraire parce qu'elle aurait été votée par le Parlement, mais c'est quand même un arbitraire parce qu'il n'y a pas une loi de principe. Et comme nous sommes un grand pays démocratique, oui, c'est pour ça que Pourquoi a-t-on agité ça alors que de l'autre côté, j'imagine bien que les patrons de Mittal savent ce que vous dites là, vous. Ils savent, et en même temps, ils se sont dans une situation où ils sont face à un ministre qui dit on va vous nationaliser. Bon, je pense d'ailleurs que d'une certaine façon, si j'étais Mittal, j'aurais rêvé d'être nationalisé. Et je pense que l'échec de Mittal, c'est de ne pas avoir réussi à être nationalisé. Parce que Mittal aurait fait quoi? Il aurait profité de ça, il aurait empoché un chèque qu'il aurait fait payer le plus cher possible, et il aurait dit, maintenant, débrouillez-vous, c'est votre affaire. C'eût été une immense victoire de Mittal. C'est ce que certains disent. Certains disent, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu laisser faire, effectivement, puisqu'on se demande si maintenant, au fond, les conséquences de ce bras de fer entre Mittal, le gouvernement et les syndicats, les conséquences ne seront pas plus grandes que la perte des 620 emplois annoncés au départ. Mais la perte des 620 emplois, c'est 620, alors qu'il y en a 50 000 par mois. De quoi parle-t-on? C'est une histoire de fou. Vous, médias, vous êtes tout aussi responsables que les autres de mettre l'accent sur ces 600 personnes qui ne sont pas au chômage. Mais pas l'accent sur 600 personnes, on met l'accent sur ce qui se passe en ce moment entre les syndicats, une entreprise Mittal et un gouvernement. C'est pas nous qui... Mais si, vous êtes tout aussi... Vous faites partie... Vous êtes tout aussi... C'est pas la question. On essaie de comprendre ce qui se passe, c'est même ça qu'on vous invite. Alors, je vous le dis... Regardez la hiérarchie des informations. La hiérarchie des informations... Non, mais permettez-moi d'avoir aussi un avis là-dessus. La hiérarchie des informations, c'est que ces gens qui sont... Pour eux, maintenant, revenons à leur cas personnel. Revenons à cette situation. Je pense que ces gens ont raison de défendre leur outil de travail. Ils ont raison de se battre. Bon. Dans la mesure où ils n'obtiennent pas de leur patron capitaliste les moyens de se battre, ils doivent se retourner vers le gouvernement pour demander 2 choses, à mon avis. Non pas la nationalisation, parce qu'il n'y a pas de droit. On est en démocratie, comme je l'expliquais tout à l'heure, il n'y a pas de loi qui le permet, de loi générale. Ils doivent demander des moyens de formation pour trouver un autre métier et qu'on crée de nouvelles entreprises. Ces 600 personnes, dont d'ailleurs beaucoup, d'après ce que je comprends, sont en situation de partir bientôt à la retraite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Si l'actionnaire n'est pas là, ou si l'actionnaire ne veut pas vendre dans un état de droit normal à quelqu'un normal qui va racheter pour autre chose, il faut les former à nouveaux métiers et il faut les aider durablement. Ça coûterait beaucoup moins cher de leur assurer un salaire et une formation pendant 10 ans que cet argent qu'on va dépenser pour rien dans une entreprise qui est condamnée à fermer. Donc il faut les reformer, leur assurer une durée à vie de statut, de contrat de travail, de formation, et chercher par tous les moyens à attirer peut-être l'entreprise de robotique dont je parlais tout à l'heure à cet endroit. Pourquoi pas? Ces gens sont remarquablement formés, ils sont compétents, on peut leur trouver autre chose. Il faut vivre dans un monde qui change tout le temps, et pas se trouver en situation de bunker pour défendre des emplois dépassés. Oui, mais est-ce que ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas plus facile à dire qu'à faire? Comment allez-vous convaincre, un sidérurgiste, de tout d'un coup passer dans une entreprise qui robotise l'opération du cœur à cœur ouvert, Jacques Attali? On demande toujours aux autres de s'adapter, c'est quand même... Écoutez, on dit toujours aux autres, mais oui, mais c'est facile, changer, voyager, circuler.
circuler, formez-vous. On demande tout ça aux autres, on le demande aussi à soi-même. Si je peux me citer en exemple, je le ferai, mais ce n'est pas le lieu. On passe son temps à devoir s'adapter. Le monde est fait de changements. Nous ne sommes pas la Corée du Nord et nous ne sommes pas une nation de fonctionnaires. Et même les fonctionnaires, dans beaucoup de ministères, passent leur temps à s'adapter, à changer de métier et à changer de lieu. Donc il faut que le pays comprenne, et le pays va le comprendre, que c'est une grande chance que de pouvoir changer. Mais pour le faire, il faut créer les conditions que le changement ne soit pas traumatisant. Et vous avez raison d'insister là-dessus. Et c'est pourquoi je pense que tout ça est lié à la négociation actuelle, ratée d'avance sur la flexibilité du travail. Ratée d'avance, pourquoi ? Parce qu'on n'y introduit pas la clé. On va négocier pour rendre plus flexibles les emplois, pour permettre aux gens de les licencier, mais on a refusé d'introduire dans le débat la cagnotte de la formation permanente. 50 milliards gaspillés pour l'essentiel, alors que si on la met là-dedans, eh bien cet argent peut servir à donner les moyens à ceux qui sont menacés par la flexibilité du travail, d'avoir une sécurité de leurs revenus, une dignité dans la formation. C'est ça la clé. Et Florange est très lié à ce refus d'envisager la flexibilité dans le contexte de la sécurisation professionnelle, comme le font les grands pays qui réussissent. S'il n'y a pas de chômage en Autriche aujourd'hui, c'est essentiellement parce que ceci est garanti. S'il y a moins de chômage que partout ailleurs dans les pays d'Europe du Nord, c'est à cause de cela. Et le fait de vouloir se préoccuper seulement de défendre les emplois existants et de ne pas créer les emplois d'avenir, c'est ça qui tue un pays. Alors Jacques Attali, puisque vous mettez en cause les médias, comme Diderot sans doute parlait, lui, du pépiment de la volière, je trouve tout de même étrange que vous ne nous éclairiez pas pour savoir s'il y a ou non tout de même un défaut aussi de méthode du gouvernement actuel sur cette question-là. Parce que comment, encore une fois, Jean-Marc Ayrault va-t-il se tirer cette question-là devant les syndicats ? Maintenant, ayant fixé ce qui me paraît la grille de lecture nécessaire, je vous donne raison, tout à fait. Parce que sur ce petit sujet qui, à mon avis, n'aurait pas mérité tous les titres qu'on lui a donnés, en effet, on n'aurait jamais dû laisser un ministre annoncer qu'on allait nationaliser, ça me paraissait une folie de le laisser dire, surtout dire que ça coûtait rien la nationalisation et qu'on allait vendre 1% de GDF pour le faire, ce qui était aussi absurde que de dire je joue au jeu, je perds, c'est pas grave, j'ai vendu les bijoux de famille, donc ça m'a rien coûté, c'est aussi stupide que ça. Les bijoux de famille, les bijoux indiscrets, Diderot n'est pas loin. Voilà, Diderot n'est pas loin, merci de le situer dans la conversation. Et Diderot est exactement dans la situation où je suis, c'est-à-dire quelqu'un de libre qui n'a aucun intérêt de autre chose que ce qui croit sa vérité. Donc c'est pas une bonne méthode que de laisser faire ça, mais en même temps, maintenant, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il faut passer à autre chose. Il faut dire à ces travailleurs, nous allons vous garantir un revenu et une stabilité personnelle à vous et votre famille durable, en mettant en place les conditions d'une formation permanente de reconversion aussi durable que nécessaire, 4 ans, 5 ans si nécessaire. On va vous apprendre de nouveaux métiers. Si Mittal ne respecte pas ses contrats, on introduira dans le droit, par ailleurs, d'autres sanctions qui forceraient les patrons voyous, puisque c'est le cas de celui-là, à respecter leurs contrats. Est-ce qu'il faut introduire dans cette nouvelle loi la nationalisation comme sanction? Je pense que c'est un débat intéressant, mais on ne peut pas la faire avant de l'introduire. Est-ce que, de façon plus générale, ça pose la question de quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre d'un gouvernement par rapport à l'entreprise et à la mondialisation? Après tout, effectivement, si l'on remet de la hiérarchie de l'information, les yeux se tournent sur le gouvernement actuel, Jean-Marc Ayrault, Arnaud Montebourg, mais après tout, Nicolas Sarkozy n'avait pas beaucoup mieux fait. Il avait, lui, annoncé ArcelorMittal comme le sauveur de Florange en 2008. ArcelorMittal fera des investissements, avait dit Nicolas Sarkozy, et parlant du projet UCLOS, il avait assuré que ça assurerait donc l'avenir, que c'était un projet fantastique. 10 mois et un président plus tard, dit le cas enchaîné ce matin, voilà où on en est, et Ayrault n'a pas mieux à dire. Alors, c'est tout à fait vrai, UCLOS c'est un projet formidable, très important, mais il ne faut pas oublier qu'UCLOS va être choisi par la Commission européenne entre 4 sites européens, et que Florange n'est qu'un des sites que la Commission pourrait choisir, elle peut choisir un site en Italie et d'autres sites ailleurs. Voilà, UCLOS, pour le dire rapidement, c'est un projet qui va permettre de réduire 50% des émissions de gaz carbonique, c'est un projet de recherche très important. Oui, parce qu'en plus, 48 entreprises de l'Union européenne sont concernées. Parce que la sidérurgie, c'est aussi, à un moment où on annonce que les conditions climatiques vont être bien pires qu'avant, c'est aussi une industrie qui est pas spécialement ragoûtante en termes d'impact sur le climat. Donc le fait d'en faire moins n'est peut-être pas forcément mauvais. Donc évidemment, ça pose la grande question que vous venez de poser, c'est le rapport entre la démocratie et le marché. Le marché est mondial, la démocratie est nationale. C'est toute la contradiction. Alors, où on ramène le marché au national et on devient, encore une fois, la Corée du Nord,
où on accepte que le marché est mondial et que l'État est national, et on fait en sorte que l'État soit le plus grand Ce possible. qui parle de patriotisme économique, pour vous, ça ne veut rien dire. Non, ça me paraît tout à fait nécessaire, mais il faut s'en donner les moyens, et pour moi, pour s'en donner les moyens, il faut s'en donner les moyens d'une vraie taille. On ne peut pas lutter contre le dérèglement climatique autrement qu'à l'échelle mondiale, on ne peut pas lutter contre le marché, sauf à l'échelle européenne, d'où le fait que la vraie défense de Florange, c'est le fédéralisme européen. C'est un pouvoir politique européen fort qui soit capable d'être à la hauteur des enjeux. Jacques, 8h17, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Un royaume au bord de la faillite, ruiné par des travaux de prestige inutiles et des guerres stupides généralement perdues. Une société qui refuse toute réforme, tant les positions acquises sont fortifiées et les aristocrates crispés sur leurs privilèges qui refusent l'ascension des nouvelles élites sociales. Un pays où la liberté des échanges est contrariée par quantité d'octrois, de règlements d'un autre âge, de corporations opposant leurs lois particulières au bien général. Une nation qui se croit encore la plus puissante du monde alors qu'elle a déjà raté la révolution industrielle qui vient de démarrer de l'autre côté de la Manche. Mais aussi une élite de l'esprit au sein de laquelle règne une émulation et une ébullition intellectuelle permanente, mais qui doit ruser avec une censure vigilante. Se moquer de la cour, blasphémer la religion, voilà qui peut coûter très cher. Les gens d'esprit ont le choix entre partir en exil ou écrire pour le tiroir, dans le seul but de mettre ses idées au clair. Reste la correspondance qui permet de partager avec un autre esprit libre de préjugés. C'est dans ce pays, la France de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, mais qui ressemble beaucoup à la nôtre, que deux hommes, Diderot et d'Alembert, appuyés par un véritable collectif de travail d'un millier de rédacteurs, parmi lesquels il faut au moins mentionner le nom du chevalier de Jaucourt, auteur à lui tout seul de 17 000 entrées, qui vont relever le défi de condenser tout le savoir de leur temps. L'encyclopédie, dont la rédaction prendra un quart de siècle et comportera 72 000 articles, est à la fois une somme intellectuelle et pratique. Car Diderot se passionne pour les arts mécaniques, les techniques de métier et surtout ce qu'elles ont d'innovant. Il promeut le progrès technique. Mais l'encyclopédie fourmille aussi, on le sait, d'idées subversives qu'il faut savoir lire entre les lignes. Car après avoir tâté du cachot au fort de Vincennes en 1749 pour des libelles audacieux parus anonymement, Denis Diderot va cesser de prendre le risque de publier. Certes, il donnera de nombreux textes à Grimm pour sa correspondance littéraire, une sorte de lettre confidentielle de l'époque, manuscrite, sur abonnement, réservée aux grands des cours d'Europe, mais c'est essentiellement pour la postérité dorénavant qu'il écrit. Ses textes les plus célèbres aujourd'hui, comme Le Neveu de Rameau et Jacques le Fataliste, seront retrouvés et publiés longtemps après sa mort. On conçoit combien une personnalité au talent aussi varié que vous, Jacques Attali, a pu s'identifier à Denis Diderot, que vous appelez souvent par son prénom, comme on fait d'un vieil ami, Denis. Comme lui, vous comptez plus sur la diffusion de la connaissance, des lumières, que sur la violence révolutionnaire, pour que la crise accouche enfin d'un monde ordonné et moins injuste. Comme lui, vous avez cherché à éclairer certains des princes qui nous gouvernent, tout en préservant votre liberté d'esprit. Aujourd'hui, vous êtes de ceux qui ne croient pas au retour à la normale après la crise, à ce qu'on appelle le business as usual. Le monde qui sortira de cette crise, ne cessez-vous de répéter au fil de vos écrits, sera tout autre que celui dont elle a justement prononcé la liquidation. C'est pourquoi il serait bien dangereux de renoncer à nous remettre en cause, nous autres Français, dans l'espoir illusoire que les choses pourraient retourner à l'ordre rassurant que nous avons connu autrefois. Des réformes trop longtemps repoussées par faiblesse n'en deviennent que plus pressantes et douloureuses. S'accrocher à l'existant serait sacrifier le nouveau, et cela vaut pour les activités et pour les emplois. Est-ce la raison pour laquelle vous avez vertement critiqué la suggestion du ministre du Redressement productif de nationaliser Gandrange? La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Jacques Attali. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Je ne saurais mieux dire, si je peux me permettre. C'est exactement ça. Je pense que la France de demain, comme le monde de demain, n'a rien à voir avec celui que nous quittons et qu'on ne peut pas imaginer retourner à une situation rêvée. Bien sûr, la France est un pays privilégié. Bien sûr, nous sommes une nation extraordinairement riche. Et bien sûr, il nous faut conserver ces privilèges. Mais on ne peut les conserver que si nous sommes capables de construire une nation sur un projet. Et pour moi, un projet, ça doit tourner autour de 3 idées. Fraternité, francophonie
l'importance de la France et de l'Afrique et de tout ce qui va nous constituer un bassin incroyable de développement économique. Nous sommes la seule nation dont la langue est parlée par 220 millions de personnes et va l'être par 700 millions dans 40 ans, donc un potentiel immense, et l'Europe. 3F d'une certaine façon, fraternité, fédéralisme, francophonie. Alors c'est Diderot, un grand lui, projet. Diderot aurait pris un rythme ternaire. Il aurait dit mémoire, imagination et raison. Il le dit, et Diderot, que vous avez merveilleusement décrit, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'écrire cette biographie, qui se veut une biographie aussi humble, exhaustive, chronologique que possible, complète, à la veille du tricentenaire de sa naissance, est un immense personnage qui, en effet, vivait dans une France qui ressemblait beaucoup à l'Union soviétique, c'est-à-dire une France où les intellectuels sont menacés tout le temps, où il y a des censeurs, il y a des mouchards, il y a des traîtres, il y a des gens qui fuient. Moi, je déteste Rousseau et je n'aime pas Voltaire, parce que l'un est un malade mental et l'autre fuit, et tous les deux vivent au crochet de femmes. Rousseau est un mélancolique, dirait Jean Starobaski, plus élégamment. Mélancolique, il abandonne ses 5 enfants, il trahit sa compagne en l'amenant chez sa maîtresse, des choses vraiment, c'est un être. Et puis en plus, beaucoup de ces textes importants, je l'ai découvert en travaillant, ont été écrits sous la dictée de Diderot. Qui est... Ils auraient été très amis, puis ils se sont fâchés de plus en plus. Je raconte ça en détail. C'est très intéressant de voir comment, en effet, il y avait à Paris pendant très longtemps un dîner une fois par semaine entre 4 personnes aussi peu importantes que Diderot, Condillac, d'Alembert et Rousseau. Il allait voir quand même Diderot en prison à Vincennes quand il était censuré. Et c'est comme ça que c'est produit la soi-disant révélation de Diderot, qui en fait est une conversation de Rousseau, qui est en fait une conversation avec Diderot. Parce que Diderot, c'est un accoucheur des autres. Voilà, c'est surtout ça qui est extraordinaire. C'est un accoucheur des autres, et c'est aussi un accoucheur des autres et de l'autre lui-même. C'est là où c'est fantastique dans l'invention qu'il fait du dialogue avec soi-même, dans Jacques le Fataliste et le Neveu de Rameau. Il accouche les autres, mais pour s'accoucher lui-même, il s'invente un autre lui-même. Jacques le Fataliste et son maître, c'est 2 fois Diderot, et le Neveu de Rameau et Diderot, c'est aussi 2 fois Diderot. Il invente d'une certaine façon le dialogue psychanalytique, et cet homme écrit tous les soirs ce dialogue avec lui-même, sans jamais le publier. Ça va donner le Neveu de Rameau, et il est en effet l'accoucheur. En cela, il ressemble beaucoup au grand professeur ou à la pensée grecque, à la façon dont la Grèce accouchait des idées. Et en cela, il est incroyablement en avance sur son temps, dans la mesure où tout ce qu'il apporte là, c'est dans la reconnaissance de la multiplicité de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il assume ses contradictions. Il est plusieurs. J'ai un diable de ramage saugrenu, moitié des gens du monde et des lettres, moitié de la halle. C'est le Neveu de Rameau, mais c'est Diderot. C'est Diderot. Quelque chose qui me frappe dans votre livre, et je ne suis pas sûr que vous ayez raison, vous allez me dire, tout le monde sait que Rousseau est l'ancêtre de la Révolution française. Elle se revendique de lui, et elle a raison. Vous nous dites qu'en réalité, Diderot a été mal vu sous la Révolution française. Et que c'est après, évidemment pas sous la Restauration, qu'il est enfin ressurgi. En fait, il serait redevenu notre contemporain à la fin du 19e siècle. C'est en tout cas ce que vous nous dites. Vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites ? Ah oui, tout à fait certain. D'ailleurs, les textes sont assez frappants. Pourquoi est-ce que Diderot est mal vu par la Révolution française ? C'est parce que Diderot est athée. Alors que la Révolution française est composée de gens qui sont catholiques, pour une partie de ceux qui s'opposent à la Révolution, et tous les autres, à commencer par Robespierre, croient en l'être suprême. Et pour eux, l'athéisme est insupportable. Et c'est pour ça que Voltaire et Rousseau ont tout à fait leur place, c'est pour ça qu'ils vont être glorifiés immédiatement. Et tandis que Diderot, l'athée, il est mal vu, c'est insupportable, donc on ne le considère pas. Il a l'audace de l'athéisme. C'est-à-dire qu'il n'en fait pas mystère. Oui, non, il n'en fait pas mystère. Il l'écrit, il le pense. Et d'ailleurs, il est un athéisme intéressant, parce que c'est un athéisme qui n'est pas un athéisme de la violence contre Dieu. Il est très violent contre l'Église, parce que l'Église a enfermé sa sœur, a enfermé son frère dans une sorte de folie, fanatisme. Enfin, oui, et qu'on a bien failli en faire. Et que son fils a été tué en étant baptisé. Et que son fils est mort. Et il voulait pas trop qu'il soit baptisé, puis il est baptisé, puis sa marraine le fait tomber sur le fond baptismaux à l'Église. Et symbole. Et que lui-même a failli devenir un homme d'Église par la volonté du Père. Par la volonté du Père, et qu'il en a fui. Donc, il a une haine contre l'Église, mais en même temps, il a beaucoup de respect. Il a un amour fou pour son père. Il essaie de garder un lien avec son frère. Enfin, ses relations familiales sont très, très touchantes. Mais il est rationnellement athée. Dieu n'existe pas. C'est comme ça. Dieu n'existe pas. Donc pensons le monde dans sa totalité. Pensons à l'amour de l'humanité sans avoir besoin d'un Dieu tutélaire pour cela. Et en cela, il est vraiment révolutionnaire. Un autre rythme ternaire chez Diderot, c'est la question, il y a la conscience, la connaissance et les techniques. Voilà. Et au-delà, derrière tout ça, il y a l'idée
que cela va provoquer l'indignation. Il introduit ce mot d'indignation qui aujourd'hui est si actuel, et il en fait en effet le cœur du mouvement qui va conduire à la Révolution. Il écrit dans une lettre qu'il n'envoie pas, mais dont on a la trace, à Louis XVI, le jour de l'entrée en pouvoir de Louis XVI, si vous ne réformez pas en coupant ce qu'il doit être coupé avec un couteau, le peuple se servira de ce couteau pour vous couper en deux. Immense forme. Et en effet, vous avez raison, tout à l'heure vous citiez le fait qu'il introduit les choses en douce. Moi je suis frappé par exemple d'une chose incroyable. Dans le premier tome de l'encyclopédie, il y a un article anthropophage. Et en note en bas de page, dans cet article, il y a des renvois aux articles suivants qui parlent du même sujet qu'anthropophage. Et il écrit Eucharistie. On ne peut pas imaginer une critique de la religion catholique plus violente que ce simple mot que la censure n'a pas vu. Et que la censure a laissé passer, même s'il y avait un sens. Et qui n'est pas très loin, 200 ans plus tard, du dictionnaire des idées reçues. Exactement. Et il écrit ça au milieu du XVIIIe siècle. C'est une immense... Oui, enfin du coup il paie cher parce que régulièrement il fait quand même des séjours en prison. Il en fait un grave, et puis il y a beaucoup de menaces, et surtout il y a un personnage, parce que je raconte aussi tout le XVIIIe siècle autour de Diderot, même si j'essaie de... Il y a un personnage extraordinaire qui mériterait lui aussi d'être réhabilité, c'est Malesherbes. Malesherbes, qui est le censeur principal, mais qui en fait le protège. Ouais. Quand Diderot est menacé en effet de nouveau de prison et qu'on va saisir les manuscrits, c'est le censeur en chef qui le prévient, qui met les manuscrits chez lui, vous imaginez, et qui prévient Diderot de fuir. Et c'est comme ça que Malesherbes va le payer très cher, puisque ce grand homme va mourir sur l'échafaud parce qu'il a eu le courage de venir défendre le roi. Alors ce qui est fascinant chez Diderot, c'est qu'à travers l'encyclopédie, je le disais, il défend le progrès technique de son temps. Il essaie de rassembler tout ce que les métiers gardent, parce qu'à l'époque, il y a le secret de chaque métier. Absolument. Et lui, il veut rendre disponible pour chacun les secrets de fabrication de chacun de ces métiers. Ça nous amène encore une fois à un parallèle avec aujourd'hui. Vous savez bien qu'aujourd'hui, une partie de la gauche, et ça date pas d'hier, ça date des premiers textes de la CFDT assez hostiles au progrès, enfin, montrant les limites et les dangers du progrès qui datent des années 70. Aujourd'hui, une partie de la gauche dénonce le progrès technique en termes de principe de précaution, en disant ça menace des emplois parce que ça rationalise un certain nombre de types de travaux qui nécessitaient beaucoup de main-d'œuvre aujourd'hui et qui vont les supprimer. Est-ce que vous ne pensez pas, vous aussi, que quand même la robotique, un certain nombre de progrès techniques, je pense au nucléaire de troisième génération, par exemple, sont effectivement des menaces pour l'humanité, plus que des services à lui rendre? Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. D'abord, le principe de précaution est introduit dans la Constitution par un président de droite, c'est Chirac, c'est pas la gauche. Deuxièmement, il y a en effet des tas d'idées qu'on retrouve dans une partie de la gauche, une partie de la droite, qui sont partis, qui sont des gens qui préfèrent la nostalgie du passé à l'avenir. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dangereuses. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais en même temps, il ne faut pas que le principe de précaution se transforme en un gel. La machine à vapeur aussi, c'était dangereux, mais la machine à vapeur était vraiment très dangereuse. Et puis, on pourrait même citer un exemple encore plus extrême. Est-ce qu'aujourd'hui, on autoriserait une technologie dont on sait qu'elle va faire 100 millions de morts? Non, bien sûr. Bon, il semblerait que l'électricité a fait 100 millions de morts depuis sa création à cause des différents accidents. Évidemment, on ne l'autoriserait pas. Pour autant, le chemin de fer en est un exemple, l'automobile en est un autre, et je pourrais citer d'autres, en particulier quelque chose contre laquelle je me bats, parce que je pense qu'il faudrait l'interdire, c'est le tabac, qui fait plus de morts qu'aucune autre technologie. Ça, c'est pas un progrès technique. Non, c'est pas un progrès technique, mais c'est en effet quelque chose qui fait encore beaucoup de morts. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut interdire, ça en fait à mon avis partie, puis il y a des choses qu'on doit autoriser. Mais il faut avoir une vision rationnelle sur les choses et pas considérer que le risque est dangereux en soi. Il y a aujourd'hui d'immenses choses qui sont en train de se passer, qui sont incroyablement positives en nanotechnologie, en biotechnologie, en neurosciences, qui ne se passent plus en France parce que le principe de précaution tel qu'il est appliqué bloque l'innovation et la recherche. Et c'est vrai que cette période de Diderot, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce personnage. Vous l'avez très bien décrit. C'est exactement la France d'aujourd'hui. C'est une France qui n'accepte pas les réformes. Il y a deux rapports importants qui sont faits à l'époque, un petit peu comme le rapport que j'ai fait moi et le rapport qu'a fait Louis Gallois, de Turgot et Necker, qui ne sont pas appliqués. Et c'est pour ça que, parce que la France est incapable de se réformer, elle a une révolution. Et si on n'est pas capable de nouveau de nous réformer, de lutter contre les intolérables injustices de ce pays, les inégalités extraordinaires, les blocages, les élites qui empêchent les nouvelles générations de passer, il y aura une révolution, c'est évident. Elle aura lieu dans la décennie qui vient. C'est évident, comme c'était évident. Et Diderot le voit, le dit, il essaye de plaider, il parle à qui il peut parler dans ses censures de son temps, mais il n'empêche que ce qu'il avait prévu, c'est-à-dire la révolution et la mort du roi aura lieu. Mais parce qu'il le voit, parce qu'il écoute tout le monde. Voilà. Il écoute la rue, les petites gens. Exactement. Et il se régale, tout en s'en moquant, des
des salons du XVIIIe Exactement, siècle. vous avez tout à fait raison. D'abord, il vient d'un petit milieu. Il écouterait aujourd'hui ce qu'on appelle le gazouillis. De tweets, oui, bien évidemment. Avec sa passion pour les oiseaux, 10 ans, les gens sont sifflés. Vous avez raison. Il y a toute son analyse sur, au fond, comment est-ce qu'on met un instrument de musique auprès de l'oiseau en cage, d'un serin, pour que l'oiseau chante ce qu'on lui aura appris par la mélodie due à la machine, à la technique. Il y a quelque chose qui est très proche, au fond, de ce que l'on fait aujourd'hui. Il écoute tout. De ce que l'on est sifflé. Il écoute tout absolument. Quand il va à Langres chez son père, où il va pas très souvent, il écoute les paysans. Et il y a 2-3 textes absolument magnifiques où il montre le malheur de la vie des paysans et le fait que cette année-là, les récoltes avaient été catastrophiques, comme ça va être le cas plusieurs années. Et il en parle et il sent monter la violence populaire, comme quand il est chez le baron d'Holbach, où il passe beaucoup de temps dans les salons. Il écoute les paysans qui sont là et qui souffrent, alors que lui et tous les amis du baron sont reçus de façon merveilleuse. Donc, en effet, c'est un amoureux du monde, c'est un amoureux des gens. C'est un amoureux tout court. Et c'est un amoureux. Et c'est un libertin, voilà. Comme on le disait au XVIIIe siècle, au vrai sens du terme. Un libertin, c'est un homme libre. Ouais. C'est un homme libre. Et aussi un homme amoureux, et dans la grande transparence, puisqu'il est amoureux de sa femme, dont il ne cessera jamais d'être amoureux, amoureux de femmes successives, et même à un moment de 3 sœurs. Et je pense que 3 sœurs en même temps. Et je pense qu'on ne peut pas écrire. Souvent, en lisant la correspondance de Diderot, je me suis dit, personne ne peut plus écrire un email sans lire la correspondance de Diderot. Parce que la façon dont il conclut ces lettres... Notamment à Sophie Volant. Enfin, mais pas seulement les lettres à Sophie Volant, les lettres à Anne de Meaux, et toute une série d'autres lettres, même les lettres à Falconet, avec qui, ce sculpteur avec qui il va discuter de la postérité, qu'est-ce que c'est que durer dans l'histoire, qui est une correspondance absolument fabuleuse, se conclut toujours par une pirouette d'une beauté littéraire et en même temps drôle, dont j'aimerais qu'elle soit un modèle pour chacun qui termine trop souvent un email par rien. Alors que l'élégance... Qu'il fasse laid, c'est mon habitude d'aller sur les 5 heures du soir me promener au Palais Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le banc d'Argenson. Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût, de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente. Comme on voit dans l'allée de foie nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane, à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé. Quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Voilà un extrait du Neveu de Rameau. C'est le début du Neveu de Rameau. Lu par Julien Berthaud. Neveu de Rameau. Imaginez qu'il a écrit ce texte et qu'il n'en a jamais parlé dans sa correspondance à personne et qu'on ne l'a trouvé que bien plus tard après sa mort. C'est un immense mystère que de savoir comment cet homme a pu écrire ce chef-d'œuvre absolu en le gardant dans une sorte de dialogue intérieur, en misant sur la postérité pour qu'on le découvre. Caroline Iliachev. Oui, je suis frappée en vous écoutant ce matin par la chose suivante. D'un côté, vous tenez un discours sur sur l'avenir, hein, sur ces métiers nouveaux où les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs devraient appréhender, où ils devraient s'engouffrer. Je fais une toute petite parenthèse. Chez l'être humain en général, il y a toujours une tendance à essayer de retrouver ce qu'on a connu dans le passé, même si ce passé est douloureux. Et je pense que cette tendance-là, elle explique beaucoup de choses. C'est pas simplement être réactionnaire au sens politique, mais c'est une tendance qu'on a à avoir peur de ce qu'on ne connaît pas. Et comme vous parlez aujourd'hui de Diderot, je vois bien que pour tenir ce discours sur l'avenir, vous avez besoin, et vous le faites fréquemment, de retourner vers le passé pour trouver pour trouver des personnages qui, dans le passé, ont vu l'avenir. C'est très frappant dans cette émission d'aujourd'hui où vous défendez finalement deux points de vue qui sont en réalité les mêmes. Oui, parce que j'ai toujours pensé, j'ai écrit depuis toujours qu'on ne peut comprendre l'avenir que si on comprend bien le passé. Depuis que j'ai écrit sur la musique ou sur bien d'autres sujets, j'ai montré qu'on ne peut vraiment construire une pensée sur l'avenir que si on comprend le passé. Et aussi parce que dans le passé, il y a eu des circonstances assez proches des nôtres.
celle de la fin du XVIIIe siècle ressemble beaucoup à la nôtre, et donc comprendre ce qui s'est passé à cette époque, voir qu'il y a des gens qui voyaient ce qui allait arriver et qu'on n'a pas écouté, ça correspond aussi bien à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est très très important, en effet, de comprendre, d'aimer même ceux qui se trompent, et pour les replacer dans leur contexte. Et de ce point de vue, Diderot, et comme les autres personnages dont j'ai écrit la biographie, comme Karl Marx ou Blaise Pascal, sont des gens extraordinairement utiles à comprendre aujourd'hui. En plus, je crois beaucoup que la grandeur de la France, celle qui traverse les temps, c'est sa langue, qui est une langue absolument magnifique pour penser. D'où le titre de ce livre, Le bonheur de penser, et d'où le fait que cet homme qui écrivait un des plus beaux français jamais écrits, mérite d'être mieux connu, parce que cette langue telle qu'il la parle nous donne un outil pour l'avenir, parce que l'avenir appartiendra à ceux qui sauront utiliser librement la pensée. Brice Couturier. Alors précisément, vous êtes l'auteur d'assez nombreuses biographies, Warburg, Blaise Pascal, Marx, Garibaldi, et puis Fabre qui en contenait plusieurs, et on sent bien avec celle-ci que jamais vous ne vous êtes, et vous le dites d'ailleurs, jamais aussi identifié avec un des personnages dont vous avez écrit l'histoire. Et ça m'amène à vous poser des questions un peu plus personnelles, parce que vous aussi, vous êtes un personnage qui fascine beaucoup les gens, comme Diderot le faisait, parce que vous êtes au confluent d'énormément de choses. On oublie toujours, qui agace, oui, vous agacez aussi beaucoup, évidemment, comme les gens doués pour trop de choses, on dit parfois. Vous êtes à la fois mathématicien, vous avez une formation de polytechnicien, vous avez fait l'ENA, donc vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez été banquier, vous êtes un historien, vous êtes passionné pour la musique, vous avez écrit des choses absolument fondamentales dans ce domaine-là aussi, sur l'histoire du temps. Comment faites-vous et puis vous êtes donc comme les philosophes du XVIIIe siècle, quelqu'un qui essaie d'éclairer les puissants de ce monde, des défis auxquels ils doivent faire face. Comment reliez-vous tous ces fils extraordinaires d'une même personnalité? Est-ce que vous dormez la nuit ou est-ce que vous êtes plusieurs? C'est ce qu'on appelle l'écrivain polygraphe pour Diderot. D'abord, si la question veut dire ça, c'est moi qui écris mes livres moi-même, et en effet, je suis plusieurs. C'est-à-dire, j'ai des règles de vie assez particulières. Je ne dîne pas. Je ne sors pas, je travaille. Vous dormez combien d'heures par nuit? Je dors, peu importe, je dors peu, disons peu. Ce que j'avais cru entendre. Voilà, ce matin, je me suis levé très tôt. Ça arrive à d'autres aussi. Voilà, ça arrive à d'autres. Ça vous arrive à vous de vous lever très tôt le matin, voilà. Donc, c'est pas une caractéristique particulière. Mais j'ai en effet deux principes. Le premier, c'est que n'étant pas convaincu d'être ressuscité, j'essaye de mener plusieurs vies en même temps, parce que je ne suis pas sûr d'avoir le droit à plusieurs vies successives. Et le deuxième principe, c'est que je refuse d'occuper toute fonction qui peut être occupée par un autre. Et donc, je n'ai jamais eu de métier dans ma vie qui n'ait pas été créé par moi. Aucune fonction. Et je n'ai pas eu de patron, d'ailleurs, sauf une fois, un président de la République qui avait créé une fonction spécifique pour moi. Et ce qui me laisse une liberté absolue de penser et de vouloir, et d'essayer d'être, comme chaque être humain doit essayer de l'être, dans les limites de ce que la vie nous permet, pleinement libre et unique. Et en appliquant avec beaucoup d'exigences sur moi-même, c'est-à-dire d'ascèse, ces principes, j'essaye de frapper toutes les portes pour que l'humanité continue d'être digne d'elle-même. Dans ma tradition personnelle, qui est la tradition du judaïsme, il y a un mot important qui est la fonction de l'humanité, c'est de réparer le monde. Dieu a laissé un monde imparfait, l'objectif de l'humanité, c'est de le réparer. Alors j'essaye de participer à ces réparateurs du monde. Le bonheur de penser, Diderot, donc par Jacques Attali, biographie publiée chez Fayard, avec donc cette nouvelle que nous avons apprise ce matin. J'ai conseillé au président de la République. Voilà. C'est raisonnable en temps de crise, parce il que lui appartiendra ça coûte de le cher faire. ou pas de transférer des cendres au Panthéon? Écoutez, ça coûte moins cher que bien des bêtises.